BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour moi, c'est un retour. Donc, je suis ravi de vous souhaiter, même un peu tardivement, une superbe année 2018. Et je suis évidemment ravi de vous retrouver en compagnie, comme chaque semaine, d'Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et tous. Bonne année content à de vous retrouver également. Bonne année à vous. J'ai également. malheureusement dû zapper les deux premières émissions et je m'en excuse. Mais on se retrouve avec, bien évidemment, notre invité de la semaine, Éric Labonnardière, président cofondateur d'Evaneos. Et après lui, Thibault Lamarque, le fondateur de Castelli. Ce sera le NIAC de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Je le disais Arnaud, dans ce format maintenant raccourci, une demi-heure d'émission avec un entrepreneur et un deuxième et la niaque de la semaine. On démarre bien sûr avec l'entrepreneur de la semaine, Éric Labonnardière. Il est président fondateur d'Evaneos. Et là aussi, il se passe beaucoup de choses sur ce marché. Oui, nous accueillons tout simplement l'un des nouveaux trublions du voyage. Vous me permettrez ce raccourci avec son compère Yvan Vibo, parce qu'il est cofondateur de cette entreprise. Oui, cofondateur, absolument. Ils ont en effet créé un spécialiste du voyage sur mesure, alors qui permet en fait aux amoureux des découvertes de travailler encore plus directement avec les agences locales, ce qui permet, par rapport à d'autres entreprises qui revendiquent cette qualité sur mesure, d'aller encore plus loin dans la customisation de l'offre, des services, et donc le fait de prendre en compte des projets et des demandes souvent très pointues. C'est un projet auquel nos deux associés se consacrent depuis 2006. Pour Éric, en tout cas, une brève expérience de consultant après un brillant parcours de formation qu'il a mené de Supélec à HEC Entrepreneur. C'est là où c'est également un ancien d'HEC Entrepreneur, je crois, Yvan Vibo. On s'est connu via HEC Entrepreneur. Via un réseau d'anciens. C'est un réseau d'anciens, oui. D'accord. Et donc, on trouve là-dedans, dans ce projet, de la tech, du marketing, de la curiosité, du service. C'est un peu le résumé de la formule Evaneos, une success story qui est assez spectaculaire puisque la société enregistre une croissance, je parle sous votre contrôle, de 50-70% en moyenne l'an, ce qui lui a valu le titre de Start-up de l'année 2017 dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année organisé par EY. Mais comme vous allez le voir, on est déjà très au-delà de la start-up, avec notamment des ambitions de plus en plus affirmées à l'international. Merci Arnaud, bonjour Éric Labonnardière. C'était votre première aventure d'entrepreneur ou pas? Ça, Arnaud nous l'a pas dit. Oui, c'était ma première aventure d'entrepreneur. J'avais fait une brève carrière de consultant et depuis longtemps j'avais envie de créer une entreprise et le jour où j'ai fait la bonne rencontre, je me suis lancé. Alors si on se rappelle de 2006, où en était le marché du voyage sur mesure en 2006, quels étaient les compétiteurs et c'est ce qui a fait. Est-ce que le concept d'aujourd'hui d'Evaneos est le même que celui de l'époque et sur quelle base et quelle idée, quelle vision avez-vous lancé l'entreprise? Oui, alors en fait, ça a été un chemin qui était un petit peu long au début avant d'aboutir au concept d'Evaneos, mais qui depuis 2009 est resté le même. En fait, quand pivoté, comme on dit en tant que start-up. On avait pendant un an beaucoup pivoté parce qu'on ne connaissait pas le marché du tourisme, mais on était passionné de voyage. Et nous, notre ambition depuis le début, la vision restait la même, c'était d'aider les voyageurs à faire des voyages qui soient uniques, qui soient personnalisés, qui permettent vraiment de découvrir la destination de manière extrêmement profonde. Et on n'avait pas forcément la solution pour faire ça. Et donc, mais il y avait déjà des acteurs sur ce marché. Il y avait déjà des acteurs, quelques acteurs. Plutôt efficace, qui permettait de personnaliser dans une certaine mesure, mais pas énormément, et qui souvent était très cher. D'accord. Et nous, on voulait rendre ça beaucoup plus accessible. Et avec mon associé, on a passé un an à essayer de comprendre comment marchait ce secteur, comment marchait la chaîne de valeur. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir l'idée, en fait, quand on a rencontré pour la première fois des agences locales qui étaient sur place. Quand on dit agence locale, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que alors, dans le pays de destination. Dans le pays de destination, qui étaient habituellement des prestataires, en fait, en B2B, des tours opérateurs. D'accord. Donc, moi, j'imaginais à l'époque que les tours opérateurs, les grands tours opérateurs, avaient des salariés partout dans le monde qui opéraient les voyages. Et en réalité, non, ils se faisaient aider d'agences locales dans les destinations. Et on en a rencontré certaines qui nous ont dit moi j'aime bien travailler avec les tours opérateurs, mais j'ai envie aussi de développer une clientèle en direct, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et tout ça c'était tout de suite une révélation en quelque sorte, parce qu'ils sont dans les destinations, ils connaissent du coup parfaitement leur pays, et ils sont capables mieux que personne de recommander les meilleures choses à faire pour chacun. Et donc l'idée est partie de là. C'est-à-dire que la disruption que vous portez, c'est à la fois effectivement aller encore plus loin dans le sur-mesure, et puis un facteur prix, c'est-à-dire le sur-mesure, mais plus accessible que chez d'autres acteurs? Alors, il est plus accessible, à voyage équivalent, il est plus accessible. En prix, on parle de prix? En prix, oui. Et en réalité aussi, c'est vrai que les acteurs du sur-mesure en place, les quelques tours opérateurs qu'on connaît qui font ce type de voyage, sont positionnés sur des niveaux de prix assez élevés, ont du mal à s'adapter à des budgets assez faibles, assez moyens. Et nous, nos agences locales sont capables d'aller dénicher des prestations pas trop chères et de s'adapter au budget de chacun. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessible ce voyage sur mesure. Et toutes les personnes qui pouvaient voyager en groupe ou pas voyager du tout même, ont accès à un voyage d'exploration, de découverte beaucoup plus facilement.
Alors, il n'en demeure pas moins que la promesse est forte, mais ensuite il faut délivrer, exécuter, comme on dit dans l'univers Internet en particulier. Et donc, ça suppose d'abord de se créer un réseau. Ça a commencé où, sur quel type de destination, et comment est-ce que petit à petit vous avez développé ça? Alors au début, comme toute entreprise, ça se développe de manière un peu par opportunité. On était sur un salon du voyage, on a rencontré un agent local qui venait de Madagascar. On a discuté, on a décidé de lancer un petit site avec lui qui s'appelait Via Madagascar à l'époque et qui était fait en 3 jours. En fait, nous on arrivait au bout de notre année d'exploration, on arrivait un peu au bout de notre budget et donc on n'avait plus grand chose pour développer l'idée suivante. C'était la phase garage. C'était vraiment le garage. C'est le fameux minimum viable product de la startup. Je ne savais pas coder, j'ai un peu appris à coder. Alors Yvan, mon associé, lui, c'était vraiment sa grande force. Donc on a un peu codé le premier site tous les deux. Toujours un codeur à côté de soi en ce moment. Extrêmement important. Fondamental. Voilà, c'est vraiment partie de la chance de notre entreprise, c'est de s'être rencontrés. On était très complémentaires. Et donc on a développé ce premier site sur Madagascar. On a vu des premières ventes se faire. Alors à l'époque, c'était une toutes les 3 semaines. On montait le champagne à chaque fois. Donc un client qui était tombé par hasard sur le site et qui vous proposait d'acheter un voyage fabriqué. Exactement, alors on a acheté un façon. peu de mots-clés sur Google, on génère un peu de trafic comme normal. on pouvait. Et après, il se trouve que moi j'avais une amie qui était partie en Inde, épouser un Indien qui avait une agence locale en Inde. Donc le deuxième pays, c'était l'Inde. Via India. Stratégie d'opportunité. Et du sur-mesure en Inde, c'est compliqué. Et c'est très compliqué de faire un voyage soi-même en Inde, et donc il faut vraiment connaître. Et donc là, tout de suite, ça a marché. On a fait le Vietnam ensuite, comme ça. Et après, à un moment donné, on s'est dit, c'est peut-être plus malin de mettre toutes les destinations sur un même site. Et on a créé une marketplace, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une marketplace. On ne connaissait pas ce terme à l'époque. Et donc, on a décidé de mettre toutes les destinations sur un même site et commencer à développer des mécanismes pour faciliter l'achat de voyage, la communication. Et on est vraiment rentré dans la tech à ce moment-là. C'est la naissance d'Evaneos à ce moment-là? C'est la naissance d'Evaneos. C'est le site en question, c'était Evaneos. En 2009, D'accord. on avait 3 destinations et on a lancé Evaneos avec 3 destinations. Derrière, l'enjeu de la plateforme, c'est important parce qu'il faut aussi qu'il y ait une ergonomie qui se prête, encore une fois, à des demandes qui vont être très, très spécifiques. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Le codeur et puis peut-être le marketeur dans le duo, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout cela puisse s'adapter à des demandes extrêmement diverses? Alors en fait, il faut. Ce qui est compliqué dans le voyage, c'est d'arriver à capter l'essence de ce que veut le voyageur. Et c'est pas toujours très conscient. C'est pas évident de décrire dans un champ de texte ce qu'on veut. En fait, on sait jamais trop ce qu'on veut parce qu'on connaît pas toujours la destination. Donc nous, on avait vraiment essayé de pousser les agences locales à vraiment découvrir les voyageurs, à faciliter la communication avec elles. Donc c'est pour ça que rapidement, on a développé des softwares pour les agences locales, pour échanger facilement des mails, pour s'appeler au téléphone, pour vraiment faciliter cette discussion, pour que vraiment les agences locales sachent à qui elles parlent. Et ça, c'est vraiment important parce que qu'on soit une famille avec des enfants de 1 et 3 ans, on ne va pas faire le même voyage que s'ils ont 10 et 12 ans. Et en fonction de ce qu'on a aimé dans son précédent voyage, on ne va pas avoir envie de faire les mêmes choses. Donc il faut arriver à capter énormément d'informations sur les voyageurs. Et quand on a voyagé 5 fois avec Evaneos, on commence vraiment à bien les connaître et on va être capable d'aider l'agence locale à... Mais Eric, que je comprenne bien, l'agence locale, c'est elle finalement qui est en contact direct avec le client, qui fabrique son voyage selon ses desiderata, mais c'est vous qui conservez les datas en fait. Oui. C'est ça l'idée. Oui. C'est que du coup, vous avez, au bout du 5e voyage, même si c'est avec 5 différentes agences, vous commencez à cibler ce client et à les orienter vers vos différentes destinations. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Enfin, nous, on demande à chaque fin de voyage au voyageur de commenter ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Oui. Il note tout un tas de critères sur ses hébergements, sur son transport, etc. Et si vous repartez une deuxième fois avec nous, on va proposer à l'agence locale d'accéder aux commentaires du dernier voyage, et ça l'aide. Mais la clé de la satisfaction, elle réside vraiment dans l'exécution par l'agence de voyage, évidemment, de la promesse qu'il a faite aux voyageurs. Exactement. Donc comment on se protège en termes d'image du coup, que chaque voyage Evaneos, compte tenu de la diversité de vos acteurs et de vos partenaires, est à la hauteur de votre promesse? Alors c'est la clé de tout, évidemment, c'est le voyage qui compte à la fin, au-delà de la préparation. Et donc là, on met un point d'honneur à sélectionner de manière extrêmement pointilleuse toutes les agences locales qui sont sur la marketplace. Donc il y a des marketplaces dans d'autres secteurs qui vont prendre tous les vendeurs qui veulent vendre. Nous, c'est pas le cas. On fait de la curation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les agences selon tout un tas de critères. Le premier évident, c'est qu'ils doivent déjà parler la langue du voyageur. Donc, on a lancé plusieurs marchés. Donc, si vous êtes sur le site français, vous allez avoir que des agences locales qui parlent français. On va des personnes qui sont sur le marché depuis longtemps, qui ont une vraie expérience du voyage sur mesure, qui ont une réputation aussi. C'est vrai que c'est un petit monde, donc les réputations se font assez vite. Et la data des voyageurs, au retour des voyages, permet d'avoir en temps réel en fait l'évolution de la qualité des agences selon plusieurs critères. Le modèle, c'est de la commission ? Modèle, c'est de la Entre vous et les agences ? Tout à fait. Elles nous rémunèrent dès qu'elles vendent un voyage. Et tout ça, ça donne un taux de satisfaction aujourd'hui de 97%. Ce qui est considérable. Qui est extrêmement élevé dans le secteur. Et
qui est lié notamment, je pense, au fait que s'il y a des problèmes, et dans le voyage, il y a souvent des problèmes, des petits soucis sur place, ils sont résolus très rapidement parce que l'agence est dans la destination et va être capable de réagir très rapidement. C'est pas toujours le cas pour une agence traditionnelle. Un engagement de service qui est important. La transaction se fait sur votre site, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que tout cela se traduise en monnaie sonnante et trébuchante. Tout à fait. Alors, c'est fait partie de notre métier de marketplace. On a développé des outils de paiement qui permettent aux voyageurs de payer leur acompte, puis leur solde. Nous, on va renvoyer l'argent dans les devises de l'agence locale et on facilite tout ça. On crée une sorte de cagnotte par agence locale. On leur reverse l'argent rapidement et tout ça de manière sécurisée. Il y a un back-office qui est loin d'être négligeable là aussi. Ouais, on a toute une équipe qui travaille que sur le paiement, par exemple. Donc, parce que vous, votre business, justement, vos équipes, c'est quoi? On a dit c'est des codeurs, ce sont des gens qui sont des dénicheurs de partenaires, j'imagine. Exactement. Alors, on va dire qu'il y a c'est trois quoi types Evaneos, c'est quoi comme entreprise? Alors, Maintenant qu'on a compris le concept. Il y a 150 personnes et dans les profils, il y a effectivement un tiers de codeurs à peu près qui sont à la fois sur le site internet et sur tous les outils qu'on développe pour les agences locales qui sont nombreux. Il y a une grande partie, plus d'une cinquantaine de personnes qu'on appelle les area managers chez nous, donc qui sont en charge de sélectionner ces agences locales, d'accompagner le partenariat, de mettre en ligne les offres, de suivre la qualité. Voilà, ils sont vraiment dans le cœur de métier du voyage. Et ensuite, on a des personnes qui font du marketing et du développement à l'international, puisqu'on a lancé la plateforme en dehors de la France. Vos best-sellers aujourd'hui pour le marché français déjà, de quel pays s'agit-il? Puisque vous nous avez évoqué plusieurs exemples en Asie ou dans combien y en a-t-il aujourd'hui? Combien y en a-t-il? Parce qu'on imagine que ça a aussi un effet d'entraînement sur votre business à venir, parce que ce sont des destinations sur lesquelles vous avez le plus de retours, donc le plus de référencement, et donc ça va attirer des gens qui s'intéressent au pays en question. Exactement, il y a un cercle vertueux qui se crée. Alors c'est vrai que pour le marché français, destination phare, c'est... Pour nous, ça va être la Thaïlande, ça va être cette année le Costa Rica, par exemple, démarre très fort. Très en vogue, le Costa Rica. Pour les familles, c'est fabuleux. Je vous sens avoir envie d'y aller, Arnaud. Votre visage s'illumine. L'Amérique latine, j'ai toujours envie d'y aller. J'y resterai bien, vous le savez, c'est ça mon problème dans la vie. Le Sri Lanka, voilà, c'est des destinations en fait, dans lesquelles on veut faire du voyage itinérant, dans lesquelles c'est difficile de s'organiser tout seul, dans lesquelles on ne parle pas la langue. Et plus ça va être complexe, plus l'agence locale, entre guillemets, va s'éclater. Et donc, c'est ce type de voyage qu'on aime faire. À plusieurs reprises, vous avez évoqué des voyages en famille. C'est l'un des aspects justement de votre positionnement, parce que c'est vrai que de faire des voyages vraiment de découverte en famille, c'est pas compliqué. Il y a des enjeux importants, il y a des risques qui sont également importants. Donc le facteur de réassurance, de proximité de vos interlocuteurs locaux, ça fait un vrai facteur de différenciation. C'est vraiment prioritaire pour vous ? Tout à fait, et c'est en plus cette année en 2018, une des grandes priorités pour nous, c'est d'adresser le segment famille de manière encore beaucoup plus approfondie que ce qu'on faisait jusque-là. Et c'est, en fait, les familles, elles sont, on les capte assez facilement en réalité, parce que quand on est jeune étudiant, on va voyager plutôt en backpacker, sans agence, sans aide, ce qui est bien dans une certaine mesure, mais dès qu'on est marié avec des enfants, c'est plus compliqué. Oui. Ensuite, on va se marier, on va faire un voyage de noces. Alors là, on a beaucoup de voyages de noces. En général, ce qui se passe, c'est que les gens s'arrêtent de voyager pendant 3-4 ans. Le temps que les enfants grandissent, ils trouvent un appartement, ils supportent 8 heures d'avion. Voilà, il faut payer l'appartement, on voyage un petit peu moins. Oui. Et ensuite, ils se remettent à voyager. Et on a énormément de familles qui ont des jeunes enfants et qui veulent se faire accompagner pour leur voyage. Alors Eric, vous dites que vous maintenant offrez cette prestation dans d'autres pays que la France. Dans quelle langue, dans quel pays, quelles sont vos cibles ? Alors, dans l'ordre, on a lancé en 2013 l'Espagne, puis l'Italie, puis l'Allemagne. Même concept, même marque. Concept, même marque, avec un réseau d'agences locales différent à chaque fois. Différent à chaque fois. Parce qu'il faut des gens qui parlent la langue de ces pays-là, etc. Qui connaissent le marché aussi. C'est vrai que même si nos agences francophones parlaient espagnol, elles n'ont pas vendu des voyageurs espagnols. La demande n'est pas la même. Mais ça veut dire que, par exemple, une famille espagnole, une famille française qui veulent faire un voyage au Sri Lanka, n'ont pas les mêmes attentes, selon qu'elles sont françaises et espagnoles, de ce voyage au Sri Lanka. Même si elles sont le même type de profil, le même type de voyage qu'elles souhaitent faire. Non, parce que culturellement, parfois, alors c'est au travers des guides de voyage papier aussi. Elles n'ont pas les mêmes indicateurs, les mêmes sources, les mêmes recommandations, envies, les mêmes budgets, donc c'est assez différent. Alors, donc ce sont des réseaux parallèles que vous mettez en place. Exactement. Donc on a lancé l'Angleterre aussi plus récemment et les pays nordiques. Là, on vient de lancer les Pays-Bas. L'année dernière, on a lancé les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Quand on parle de croissance très forte, plus de 50% par an aujourd'hui, là on parle du chiffre d'affaires d'Evaneos, bien évidemment, et bien sûr de votre marge brute, je ne sais pas si vous raisonnez en marge brute. Alors aujourd'hui, quels sont les risques éventuels? Qu'est-ce qui pourrait menacer demain le modèle?
Un entrepreneur de start-up, forcément, il est dans l'incertitude. C'est ça qui fait mieux que les autres. Qui pourrait vous ubériser, Qui pourrait ubériser Evaneos? Alors, c'est une question qu'on se pose régulièrement, mais j'ai pas encore trouvé forcément la réponse. En fait, moi, j'ai une certaine conviction, c'est que pour ce type de voyage, dans lesquels on dépense quand même des budgets qui sont conséquents. C'est quoi d'ailleurs le budget moyen d'un voyage? Alors, en moyenne, c'est 1400 € par personne par voyage. Je me rends pas compte, sur le marché, c'est plutôt beaucoup. C'est plutôt au-dessus de la moyenne. On va dire c'est le moyen haut de gamme du marché. On est loin de la moyenne du haut de gamme, et ça dépend beaucoup des destinations. Entre l'Irlande, dans laquelle on peut voyager à 300 € la semaine, et le Botswana, où c'est plutôt plusieurs milliers d'euros, ça varie extrêmement, de manière extrêmement forte. Et donc, on est capable de vraiment s'adapter à tout type de budget et tout type. Mais l'ubérisateur, qui est-il alors? Donc l'ubérisateur, on pourrait imaginer qu'à long terme, il y a quelqu'un qui permette de mettre le monde en base de données et qui soit plus performant que les humains qui y vivent. Intelligence artificielle, à nouveau. Et dans le voyage, j'y crois assez peu parce que ça évolue tout le temps, les hôtels, les prestations, les activités. Et moi, je crois qu'à long terme, pour les vacances, les gens auront envie d'être rassurés en parlant à quelqu'un qui connaît les destinations. Et localement, pardon Arnaud, mais j'imagine localement, parce que un des problèmes quand même, c'est qu'on sait que dans tous les pays, il peut y avoir des événements climatiques, politiques, etc. Et d'avoir une présence locale, j'imagine que c'est une force aussi d'Evaneos que toutes les autres plateformes ou agences n'ont pas forcément. Alors, c'est un plus ou pas? Est-ce que vous le vendez comme un plus ou pas? Parce que, étant dans la destination, on a des infos du terrain qui sont extrêmement précises. Alors, on suit systématiquement les recommandations du Quai d'Orsay, qui sont extrêmement importantes en termes de sécurité. Les agences locales nous abondent d'informations en fonction de ces sujets-là. Et d'un point de vue du business d'Evaneos, on est sur 160 destinations. Donc finalement, pour le business d'Evaneos, c'est assez peu risqué. Les risques sont répartis. Les risques sont répartis. Et on essaye, quand il y a une destination qui est à risque, ça a été le cas du Moyen-Orient quand même ces dernières années, d'essayer de les faire repartir plus vite que le marché. Donc d'essayer de les promouvoir. Et on voit qu'on a un effet sur des destinations comme le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, qui ont souffert beaucoup de l'image de la zone, d'essayer de les booster parce qu'il y a des agences et des gens qui vivent de ça au bout de la chaîne. Arnaud? C'est un marché où il y a aussi quelques poids lourds considérables, très internationalisés aussi. Et on a régulièrement vu des brillants disrupteurs comme vous se faire finalement assez rapidement racheter. Vous avez déjà vu quelques... Parfois, ils étaient heureux de le faire. Parfois, ils étaient heureux de le faire. Il y a là-dessus aucun jugement de valeur ou d'anticipation sur ce que peut être le résultat de l'opération. Est-ce que vous avez déjà été sollicité? On a déjà eu des approches de grands acteurs du secteur, effectivement, qui se posent des questions de comment se digitaliser, comment différencier leurs offres. Parce que comment faire du sur-mesure aussi. Comment faire du sur-mesure. Souvent, c'est des acteurs très verticalisés, qui possèdent des chaînes d'hôtels, etc. Et c'est très difficile pour eux de bouger. Donc oui, on a eu des discussions, on n'est pas à vendre et on a encore plein de choses à faire chez Evaneos. Comment ça se finance? D'ailleurs, on n'a pas parlé d'argent. On finance ce type d'aventure sur fonds propres. Elle est coûteuse ou pas? Alors au tout début, on avait démarré sur fonds propres. On avait mis 10 000 € chacun dans la société avec mon associé. C'est bien de rappeler qu'on fait des aventures avec 10 000 €. Ouais, et c'est possible vraiment. Et on avait bénéficié aussi de pas mal d'aides de la région Île-de-France. À l'époque, c'était l'Oseo qui est devenu la BPI. Et on a fonctionné pendant 2 ans comme ça. Ouais. Et en fait, on a fait notre premier exercice rentable. Génial, le premier. Le premier. Ça, les banquiers adorent. Et on avait vraiment envie de développer une boîte qui fasse du chiffre d'affaires de manière pérenne et de créer un modèle qui soit efficace. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on a une bonne idée, il va falloir probablement l'internationaliser, d'autres vont nous l'appliquer pour devenir un acteur significatif, et on s'est dit, bon, autant que ce soit nous quand même. Bien sûr. Et donc là, on a mis à lever des fonds. Auprès de véritables fonds, de fonds d'investissement? Fonds d'investissement de capital risque. Au début, le premier, c'était Isaïe, qui est un fonds d'entrepreneurs. Ensuite, Xange, qui est un autre fonds qui dépendait à l'époque de la Poste, qui a été racheté par Ciparex. Et plus récemment, par la BPI, du coup, qui ont été très fidèles, et Serena Capital. Allez, 30 secondes, même pas 20 secondes, il sera où Evaneos dans 10 ans? Dans 10 ans, on sera un acteur mondial du voyage et toute personne qui réfléchira et qui aura envie de découvrir le monde de manière intelligente, y pensera à Evaneos. Ça, c'est de la vision et de la mission. Je l'achète, votre vision et de votre mission. Merci beaucoup, Éric Labonardia. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur d'Evaneos. On continue maintenant avec la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque, Arnaud, c'est Castali, inventé par Thibault Lamarque. Il est venu avec des bouteilles d'eau intrigantes. Oui, vous allez voir effectivement qu'il y a un lien assez direct. Nous accueillons quelqu'un qui, au-delà de son projet entrepreneurial, est aussi, je serais tenté de dire, un militant du business responsable et au-delà du développement durable. Ces questions sont du reste devenues son projet professionnel très tôt. Vous avez fait un volontariat international en entreprise, si mes informations sont exactes, chez Veolia Environnement, puis un début de carrière de manager chez Alter Eco, une maison qu'on connaît bien. Voilà.
C'est souvent son dans cette fondateur. émission. Et puis c'est en 2010 que l'idée de Castalli vous est venue, lorsque, en gros, en observant le modèle économique et environnemental de l'eau en bouteille, notamment dans la restauration, vous vous êtes dit qu'il y avait sans doute quelque Il y a chose tout à faire. de plus rationnel et également plus agréable à inventer. Vous avez travaillé à une disruption qui est à la fois sur l'eau, sa production ou sa purification, et puis on le voit sur le contenant, en l'occurrence les bouteilles. On va maintenant pouvoir rentrer dans les détails. Salut Thibault Lamarque. Bonjour. Si je vous donne une minute pour me faire le pitch, comme ça on va gagner du temps, c'est quoi Castalli? Castalli, on est une alternative durable aux eaux en bouteille. On vient remplacer les bouteilles avec une machine qui va microfiltrer l'eau du robinet. Ça va permettre de la servir plate ou pétillante dans les bouteilles qui sont à ma gauche. D'accord. Cible les restaurateurs, Alors, c'est le CHR? Le démarrage. Au départ, oui. En tout cas, l'idée, elle est née dans un restaurant, mais aujourd'hui, donc ça marche toujours très bien. On est dans beaucoup de bons restaurants français. Combien déjà? On est à peu près dans 500 restaurants. Génial. Ça a démarré quand? Beaucoup d'étoilés. Beaucoup d'étoilés qui se privent des 12 € la bouteille de Badois pour éventuellement me facturer. Ou alors est-ce qu'il facture également l'eau? Ou est-ce qu'il facture également l'eau? Est-ce qu'elle est gratuite la vôtre quand je suis client? Mais il la facture en moyenne 2 fois moins cher que l'eau minérale, donc ils vont gagner moins d'argent avec Castalli. Derrière, il y a un cycle vertueux en tout cas. Exactement. Et quand vous trouvez de l'eau Castalli dans un restaurant, ça veut dire que le restaurateur il vous facture pour la nourriture, il vous tamponne pas sur la bouteille d'eau. Donc c'est gage de qualité pour le restaurant. Et moi je pense à Jean-François Piège, je pense à David Toutain, qui sont des grands chefs parisiens, mais on peut parler du Sakana aussi à Honfleur qui a 2 étoiles, Alexandre Bourdas. Donc ça c'est des chefs qui quand ils vous emmènent dans un univers. Et voilà, ils choisissent Castalli parce que ça s'inscrit dans leur... Donc ils achètent ces belles bouteilles que vous nous avez apportées, qui sont des créations de Castalli. Vous parlez de l'eau Castalli, c'est-à-dire que c'est une marque Castalli, comme celle que j'évoquais à l'instant et d'autres. Oui, c'est un système. Nous, notre métier, c'est fabriquer des machines. Ça, c'est un contenant, finalement. Des machines à microfiltration, d'abord. Voilà. Donc, la chaîne, elle est complète avec les machines et les bouteilles. Là, par exemple, en ce moment, on est en plein sur les prototypes de la nouvelle carte qui est connectée. Donc tout le monde parle de connectivité. Nous, on fait du B2B, donc ça va nous servir à intervenir chez les clients avant même que le client soit au courant que sa machine est en panne. C'est encombrant et ça coûte combien la machine? Ou pas encombrant? Et ça coûte on a différents types de machines, ça va dépendre si c'est un restaurant ou pas un restaurant. C'est à peu près 2 fois moins cher que le budget au minéral. Mais ça, je peux le mettre dans n'importe quel environnement, ça ne prend pas trop de place? Oui, on a on a différents modèles. Et c'est immédiat, je filtre et je peux la servir? Oui. Plate ou pétillante. Et il y a est-ce que c'est comme une espèce de mécanisme d'abonnement avec des cartouches que je dois acheter, etc. La mécanique, quel est le business model? J'achète la machine et je suis le tranquille. récurrent, en fait, c'est l'abonnement. On loue la machine. Vous louez la machine. Il y a un petit peu d'approvisionnement de gaz, mais vraiment le business model de Castalli, c'est l'abonnement. Donc, si vous prenez une entreprise, on équipe des sièges comme LVMH, Kering ou Microsoft. Ou pas mal de startups, alors pas Evaneos, mais... Bientôt, ça y est, la rencontre est faite, échangez vos cartes. Et alors, du coup, les qualités de l'eau et son goût, elles ont un impact ou pas? Parce qu'il y a des gens qui adorent telle bouteille, il y a vraiment des fanats de certaines eaux. Là, pour le coup, c'est un goût qui est neutre. Alors, l'eau préférée des Français, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'eau qui est la minérale, la moins minérale, et donc la plus neutre. Donc, Castalli, on cherche la neutralité. Et c'est ce qui plaît aux chefs. Vous avez évoqué effectivement clientèle originelle, donc la restauration. Vous avez ensuite évoqué des entreprises. Il y a des machines qui sont accessibles pour des particuliers ou c'est pas du tout votre cible? Non, nous on est vraiment un B2B avec un métier de service, d'excellence opérationnelle où il faut être très... Il y a de la maintenance, des équipements? Oui. Elle peut tomber en panne? Ça peut arriver, bien sûr. Qui est intégré dans l'abonnement. Ça coûte combien, si c'est pas indiscret? Entre 200 et 350 € par mois. On parle de location là, c'est comme une voiture, aujourd'hui on la loue plutôt qu'on l'achète. Mais voilà, ça va dépendre du parc, ça va dépendre du type de machine. L'idée est née quand? Elle est née en 2010. Et vous avez démarré combien de temps après y avait-il un produit sur le marché? La société a été créée en avril 2011 et le premier client c'est le 1er septembre 2011. Facile à trouver ou difficile? Le premier client... Faites-nous votre Michel Augustin avec son premier épicier arabe au coin de la rue. C'était qui en fait? Le premier client, c'est la Robe et le Palais à Châtelet. Et en fait, j'avais un premier board, chercher un resto qui fait beaucoup de bio. Et donc, je discute avec un de mes business angels. Il faisait du bio mais des bouteilles en plastique. Dans ce restaurant bio. Et à la fin, je suis allé voir le chef pour lui proposer. Et il a signé. Allez, une dernière question, Arnaud. Oui, alors on évoquait... Il s'appelle Olivier Schwirtz, le chef. On le remercie, Olivier. L'ingénierie est faite maison, vous travaillez avec des entreprises qui vous apportent la solution? En 15 secondes. On a des ingénieurs en interne. Après, par contre, on utilise des assembleurs. Là, aujourd'hui, le gros de l'assemblage était fait à Lille, à Neuville-en-Ferrain. Made in France, donc. Chez DAV Équipement. Castalli, c'est un beau nom. Oui. Il était libre?
Il était libre. C'est le nom d'une naïade. C'est la nymphe des sources et des fontaines. Génial. Tout Et à ben fait. voilà, il s'appelle Thibaut Lamarque, fondateur de Castali, et que tous les restaurateurs de France testent le concept. Ça a l'air extrêmement intelligent. Et les entreprises. Et les entreprises. Restez avec nous sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM. Bonne fin de semaine. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.